de vous connecter aujourd'hui pour ce webinaire un peu plus spécifique. C'est ce qu'on évoquait avec notre intervenant du jour qui va se présenter juste après. La thématique aujourd'hui, c'est donc la rénovation immobilière dans le résidentiel reste-t-elle d'actualité malgré la crise, puisqu'on ne va pas embrasser l'ensemble des segments l'ensemble des segments de marché. On essaie de faire ça, de décliner ça un peu par segment. Donc aujourd'hui, nous avons la chance et l'avantage d'avoir Jérémy Rousseau, qui est le président fondateur de la société Kianeos Asset Management. Jérémy, je te laisse te présenter. Bonjour, merci beaucoup. Effectivement, j'ai créé Kianeos en 2018 avec l'objectif, justement mon objectif numéro un, c'était le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, à savoir de rénover le parc immobilier résidentiel, avec un peu le sentiment que tout le monde parlait de rénovation thermique des bâtiments pour participer à la transition énergétique et que j'avais l'impression qu'il y avait peu d'acteurs, voire pas d'acteurs dans le domaine. Et effectivement, en l'espace de 5 ans, je pense qu'on est un des principaux acteurs. On rénove à peu près 1000 logements par an aujourd'hui, un peu partout en France. Et donc, effectivement, ça va être tout le sujet aujourd'hui de discuter est-ce que le modèle fonctionne, est réplicable, est-ce que ça fonctionne malgré les temps actuels qui sont difficiles. Il s'avère que, sans vouloir spoiler avant la fin, ça fonctionne plutôt mieux aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc, du coup, ça sera intéressant de discuter pourquoi. Merci. Moi, Marc Sartori, je vais me présenter aussi, CEO d'Iptinvest. Un cabinet qui s'est lancé, qui existe depuis 2005, mais qui a lancé toute la démarche d'analyse des fonds SCPI en 2019. C'est le lancement de la plateforme. On est spécialisé sur le segment des fonds immobiliers et on travaille beaucoup effectivement avec Kianeos parce qu'on a des démarches qui étaient similaires dans le constat au niveau de la rénovation. Et nous, en fait, l'objectif, c'était de mettre en avant toute la démarche ESG qui puisse être mise en avant et qui puisse être exploitée à la fois par les particuliers qui vont faire des investissements, mais aussi par l'ensemble des acteurs du marché, donc les gérants, mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine, puisque l'essentiel de notre activité porte avec les conseillers en gestion de patrimoine et les grosses plateformes du marché. Dans le détail, on va faire une petite présentation de Pinvest. Juste après, on va vous faire un bilan macro sur le marché résidentiel, parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce marché. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, et ce qui est intéressant, c'est toujours de prendre un peu le thermomètre de ce qui se passe. Et puis ensuite, derrière, on va faire un focus sur la rénovation, et on passera la main à Jérémy, qui nous présentera plus dans le détail à la fois la stratégie, puis savoir la compatibilité de cette stratégie avec effectivement une crise immobilière qui est trimestre après trimestre, on va dire, en train de s'installer très, très largement dans le panorama. J'ai présenté Deepinvest, je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, on est à la fois une fintech et aussi un cabinet d'analyse financière, ce qui a pour principal intérêt qu'en fait, on ne vend pas de part de SCPI, on analyse l'intégralité du marché, ce qui est toujours intéressant par rapport aux différents intervenants sur ce secteur. On propose plein d'outils. On va proposer à la fois des outils d'analyse de notation avec les résultats algorithmiques de performance financière et notre Deep Index durable qui va vous permettre d'avoir des bases d'analyse qui vont vous permettre de qualifier les performances des fonds les uns avec les autres. Tout ça pour pouvoir à la fois les comparer, mais aussi faire vos allocations de portefeuille. Puis on a lancé un nouveau service d'audit de marché sur mesure où des CGP viennent nous mobiliser parce qu'ils sont un petit peu perdus, ils ne savent pas exactement comment faire leurs allocations et ils viennent nous poser des questions au dépoté pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction du format retenu. Et à la suite de quoi, ils continuent à bien évidemment faire leur choix, mais au moins, ils ont une vision à 360 de ce qui se passe sur le marché. Donc, c'est les nouveautés sur nos outils. Maintenant, vous avez la possibilité, les outils en ligne, vous avez la possibilité d'importer des portefeuilles, de faire du démembrement intégralement de propriété, NuPro et Usufruit en version complètement analysable. Et puis, donc, la petite partie, les 10 petites sessions dont je vous parlais d'audit de marché sur mesure qui sont disponibles et très facilement activables.
On va commencer par un petit sondage. Alors, on est en petit effectif aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. On va lancer un petit sondage pour tout le monde et pour lancer les hostilités. On a donc la question du jour, c'est de notre premier sondage. Quelles sont, selon vous, les perspectives d'évolution du marché de l'immobilier résidentiel? On en a mis 3. Alors, elles sont un peu sombres, mais pas complètement. Vous allez voir. La première, les perspectives sont très mauvaises. La baisse des prix a enclenché, ça va durer. Deuxième possibilité, mauvaise, mais je n'arrive pas à savoir si le marché est clairement orienté à la baisse ou si tout ceci n'est que temporaire. Et puis la troisième possibilité, les perspectives sont mauvaises, mais il y a certes une baisse des prix, mais je suis certain que c'est temporaire et les fondamentaux restent positifs. Alors je vous rappelle que pour pouvoir voter, il vous suffit de vous connecter. En bas à droite de votre écran, vous avez la possibilité d'activer la partie sondage et vous pouvez effectivement voter en fonction de ce que vous pensez de tout ça. Donc, pour mémoire, les perspectives sont très mauvaises, la baisse des prix est enclenchée. Je n'arrive pas à voir si le marché est orienté à la baisse ou à la hausse. Le marché est certes un peu à la baisse, mais ce n'est que temporaire et les fondamentaux restent positifs. Je vous laisse encore voter quelques temps pour voter tout ça. On va laisser encore une petite minute. Bon, globalement, on a un très sombre qui nous dit que c'est plutôt une tendance à la baisse et que ça va durer. Mais le reste de la salle est plutôt sur un côté temporaire et qu'il va y avoir une baisse des prix, mais que ça peut être temporaire. Alors, l'idée, c'est aussi de vous apporter des informations pour confirmer votre approche. Alors, petit graphique très rapide. On a connu une hausse historique des taux d'intérêt dans le monde entier, donc c'est pas un cas isolé à la France. On n'a jamais connu une hausse aussi brutale des taux d'intérêt. Alors ça, c'est pour et même le Japon a tendance à remonter un peu ses taux, ce qui ne s'est pas vu depuis très longtemps pour ce qui concerne le Japon. Donc on est vraiment dans une inflation qui est repartie dans l'ensemble du monde, avec des situations qui sont très différentes entre les pays, puisque ça dépend d'où est-ce qu'ils partaient. Nous, en France, on est arrivé donc à des taux directeurs qui ont monté. Et pour situer les débats sur le résidentiel en France, on a Crédit Logement qui nous dit qu'à la fin du mois de septembre, les taux constatés étaient à 3,98, ce qui est une hausse à la fois brutale, quasiment jamais vue sur le marché, et relativement historique, puisqu'on est quand même sur des seuils qui n'ont pas été connus depuis un certain temps. Donc ça veut dire que voilà, l'immobilier est très clairement conditionné par les taux d'emprunt, et on se retrouve à avoir un marché qui est quand même très fortement percuté par cette hausse. Alors la deuxième chose, c'est que non seulement la hausse est brutale, mais on a aussi des partenaires bancaires qui prêtent avec grande difficulté. Alors, on a le petit graphique qui suit le niveau de prêt accordé par Crédit Logement, enfin par l'ensemble des banques suivies par Crédit Logement. Alors, vous voyez quand même que dans cette noirceur un peu globale, on semble avoir atteint un point d'inflexion dans cette période de septembre-octobre, avec quand même une courbe qui semble vouloir atteindre un plancher. On n'en est pas absolument certain, mais globalement, les retours de terrain qu'on peut avoir, c'est que les banquiers ont rouvert les dossiers, alors qu'il y a une période où tous les dossiers étaient fermés, ils ne suivaient que difficilement. On est en train d'inverser un peu cette tendance, semble-t-il, à confirmer sur les prochains mois. Il n'empêche que on a un deuxième élément qui lamine le marché. Alors là, pour le coup du neuf résidentiel, c'est les coûts de construction qui n'ont jamais augmenté aussi vite et aussi fort depuis et sur une période aussi longue depuis maintenant. Vous voyez, 2021. En gros, on a quand même une tendance qui est extrêmement forte et ce qui met à mal pas mal de situations et pas mal de promoteurs. Ça favorise aussi d'autres acteurs. On va pouvoir en parler largement avec Jérémy sur la partie rénovation, puisque tout ce qui est construction en brut est compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le volet des prix ? Vous voyez que, alors évidemment, c'est une moyenne nationale.
Ça veut dire qu'il y a des cas de figure qui sont extrêmement différents selon les secteurs, selon les régions et selon les villes, bien évidemment. Mais en moyenne, on a quand même une baisse des prix qui est enclenchée maintenant. On le constate sur les derniers éléments qu'on communique sur le mois de juin. On attend ceux de septembre, mais globalement, la baisse des prix est enclenchée. Après, derrière, reste à savoir, parce qu'on a connu déjà des baisses des prix dans les années passées, à voir comment est-ce que tout ceci va se matérialiser, avec quand même une tendance qui est importante à regarder, c'est que à côté de ça, on a des loyers qui n'ont jamais été aussi élevés en France. Et qui sont toujours un peu orientés à la hausse. Et c'est quand même une sacrée corde de rappel pour un marché de l'immobilier, parce que tant que vous avez une demande locative qui est là, et elle est là, et tant que vous avez des loyers qui restent relativement fermes, voire très fermes, mais pour un certain nombre qui augmentent, eh bien, c'est quand même une sacrée corde de rappel pour le marché immobilier qui nous fait dire que des fondements restent quand même toujours, qui restent toujours extrêmement, extrêmement dynamiques. Voilà pour le cadre. Alors maintenant, si on fait un petit focus un peu plus précis sur ce qui se passe au niveau de la consommation énergétique des logements et ce qui va nous importer aujourd'hui, on voit très clairement que la problématique, la crise immobilière est là, mais la dynamique sur le secteur du résidentiel est clairement. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de décortiquer d'où vient la problématique de la production de gaz à effet de serre sur le secteur. Alors, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que le marché résidentiel, il représente presque 38 millions de logements en France. Et globalement, vous voyez que la grande masse, en fait, c'est la partie rouge. Les consommations énergétiques, c'est pour l'essentiel lié au chauffage. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des différences qui vont se faire effectivement en fonction des zones. On a des zones sud de la France qui vont être moins impactées que le nord, bien évidemment. Et deuxième élément qu'on voit, on peut constater, c'est une baisse tendancielle, légère, mais une baisse quand même de la consommation d'énergie finale des logements. Alors, avec un petit peu de malice, on pourrait dire, et c'est pour ça qu'on a mis quand même le graphique en dessous, avec le réchauffement climatique, depuis les dernières années, on se retrouve à avoir des hivers qui sont de plus en plus doux. Et on vous a mis pour information les écarts de température par rapport à la moyenne, les moyennes des températures qui sont enregistrées depuis 1900 en France métropolitaine. Très clairement, on voit que les dernières années, donc la consommation a baissé, on n'arrive pas à déterminer la part qui provient d'hiver extrêmement doux voilà. Donc il y a ces deux phénomènes qui sont quand même à prendre en compte. Ceci étant, c'est le chauffage qui est quand même la grosse dépense énergétique des logements, avec au sein de ce besoin de possibilités, et on verra les stratégies juste après qui sont disponibles, mais clairement, dans ce panorama qu'on dresse, vous voyez qu'on a quand même deux grands producteurs de gaz à effet de serre, qui sont le chauffage au fioul et le chauffage au gaz. Avec l'électricité pour laquelle on a pu isoler la consommation d'électricité liée à la production de chauffage dans les logements, mais hors pompe à chaleur, et la dimension pompe à chaleur qui est clairement en train de prendre le pas en termes d'outils pour produire du chauffage. Et vous voyez qu'on a quand même une part qui, globalement, reste très substantielle en France au gaz et au fioul. Donc, une nécessité de rénovation de ces énergies et qui peut être liée, puisque si vous faites appel à la pompe à chaleur, ce qui semble être la tendance du marché, il va falloir aussi faire de la rénovation et faire de l'isolation, parce que si vous mettez de la pompe à chaleur dans des passoires thermiques, ça ne va pas servir à grand-chose. Dernier élément sur ce volet-là, la répartition des étiquettes de performance énergétique dans les résidences principales en fonction des logements. Alors, évidemment, le diagnostic de performance énergétique, quand on parle de ce diagnostic, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on se retrouve à avoir des périmètres qui ont changé sur l'année 2022, et puis là, des discussions puisque maintenant, le diagnostic de performance énergétique est en passe de devenir, sur le segment du logement, il est en passe de devenir un peu le juge de paix, et ça devient un critère essentiel pour fixer les prix.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, en fonction de la notation qui est obtenue, eh bien, vous allez avoir ça va avoir des conséquences directement sur le prix qui va être affiché du patrimoine. Alors, pour information, vous voyez que quand même, en France, on est quand même sur un segment qu'on a baptisé les passoires, mais c'est celles qui sont G-, c'est-à-dire qui sont vraiment en consommation excessive. Et puis, vous allez retrouver ensuite toutes celles qui sont en F ou en G, où on a globalement, on a 30-35% du patrimoine, en tout 5,7 millions qui sont identifiés comme logements énergivores, ce qui est quand même énorme et ce qui nécessite effectivement pour ce patrimoine d'avoir une action, puisque le fait de détruire et reconstruire, c'est un peu une catastrophe environnementale bis. Donc, il vaut mieux partir de l'existant, le rénover pour éviter d'avoir à tout le reconstruire du début jusqu'à la fin. Petit point avant qu'on passe au marché des SCPI et deuxième sondage, la crise immobilière dans le secteur en cours, selon vous, c'est un élément critique qui doit faire oublier les législations environnementales contraignantes? Parce que c'est une petite musique qui commence à se faire jour sur le marché en disant de toute façon, on n'y arrivera pas, donc il faut faire autrement. Alors, est-ce que c'est vraiment l'élément qui doit conditionner la législation environnementale? Est-ce que c'est un phénomène qui prend son origine dans les obligations réglementaires et donc il faut absolument les adoucir, ou bien est-ce que c'est finalement la crise immobilière, c'est un élément un peu conjoncturel et qu'il faut absolument maintenir la rénovation énergétique comme un axe majeur parce que c'est un petit peu notre futur dont il en dépend. Alors, je vous laisse voter, vous avez encore quelques minutes. Alors, pour mémoire, pour voter, il vous suffit d'aller en bas à droite, le petit rond, le carré, vous cliquez dessus et ça va vous permettre de lancer les sondages. Je vous laisse encore une petite minute pour pouvoir voter. A priori, on a un phénomène qui prend directement son origine dans les obligations réglementaires, et puis c'est un épiphénomène. Alors, l'épiphénomène prend le pas dessus. Alors, effectivement, voilà, il y a toujours cette notion de est-ce que c'est la réglementation qui fait que le marché s'écroule, ou est-ce que c'est de toute façon on n'a pas le choix, il faut y passer. Bon, a priori, la salle est plutôt sur tendance épiphénomène. Donc, on va regarder ça un peu plus dans le détail. Alors, la législation, juste pour que vous l'ayez en tête, elle est relativement large, on va dire. Sur le bâtiment neuf, vous avez la RE 2020 qui est entrée en application avec des contraintes extrêmement fortes au niveau de la construction. Et puis, sur le logement ancien, c'est toute la législation sur les loyers et sur les passoires. On l'a mis ici pour mémoire, avec les 3 grandes classes qui sont percutées avec les dates d'indisponibilité, on va dire, des logements à la location. Globalement, on est déjà dans tout ce qui est G-, c'est déjà interdit à la relocation, donc ça nécessite de faire des travaux. Et puis ensuite, on a les G qui sont en ligne de mire pour le 1er janvier 2025, si rien n'est changé d'ici là. Et on a ensuite F et G qui devraient arriver très rapidement. Alors, rapidement 2028 et 2034, mais quand même assez substantiellement. Voilà pour le cadre réglementaire. Alors, à partir de ce cadre réglementaire, les acteurs des SCPI, ils ont plusieurs possibilités, plusieurs stratégies qui peuvent se faire. Première stratégie de rénovation. Kianéos sera là pour nous en parler. C'est d'acheter de l'existant, et puis le rénover pour le remettre en place de manière à ce qu'il soit et à ce qu'il puisse être accessible et correspondre aux différents éléments réglementaires. Deuxième stratégie, c'est investir dans du neuf. C'est-à-dire, moi, je pars du principe que je n'ai pas envie de rénover, donc je reprends que du bâtiment neuf. Ce qui a un avantage, c'est qu'il n'y a pas du tout de travaux à superviser, mais ce qui est si on fait un bilan carbone global, c'est vraiment pas la bonne piste, puisque l'essentiel quand même du bâti est déjà construit, et que donc s'il faut détruire le construit pour reconstruire du neuf, on risque de rater l'objectif de la réglementation environnementale qui est de rénover tout ce qui est existant.
Et puis la troisième stratégie, qui n'est pas forcément antinomique des deux autres, c'est-à-dire que vous pouvez rénover des logements ou investir dans du neuf, mais ça n'exonère pas les propriétaires d'avoir toute une stratégie sur les préventions sur la consommation, c'est-à-dire sensibilisation des occupants, mise en place et accompagnement des occupants pour qu'ils puissent améliorer les performances globales liées à l'usage, en partant du principe que, et il y a beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus, même si vous donnez un bâtiment tout neuf, hyper économe en énergie, si vous avez des occupants qui ne savent pas ou qui ne prennent pas les bons gestes pour faire des économies d'énergie, globalement, le bâtiment tout neuf, alors certes, va être bien isolé, mais si vous en profitez pour avoir ce qu'on appelle un effet de rebond, c'est-à-dire que c'est bien isolé, donc vous pouvez vous loger à 22, vous chauffez à 22 ou 23, globalement, vous n'avez pas gagné grand-chose. Donc voilà, c'est bien la conjonction de plusieurs actions qui sont importantes. J'en ai parlé globalement, mais c'est plus pour mémoire. Les travaux de rénovation, avantage, évidemment, c'est un investissement plus durable. Ça vous permet aussi d'envisager des plus-values immobilières, puisque quand vous faites les travaux, globalement, en fonction de qui est fait, vous allez acheter du patrimoine décoté, et donc vous avez un potentiel de réévaluation de ce patrimoine à terme. Évidemment, inconvénient, les lots sont indisponibles pendant les travaux, donc ça nécessite quand même d'avoir de la trésorerie qui permet de faire ça, et des investissements qui peuvent être lourds et parfois complexes en fonction des zones et des secteurs. Par exemple, isolation par l'extérieur, c'est facile sur les bâtiments années 60, c'est peut-être un peu plus compliqué sur de l'haussmannien ou dans des secteurs qui peuvent être avec l'architecte, contrôlés par des archis des bâtiments de France, par exemple, ou d'autres situations. Quand vous achetez dans du neuf, ça a une vertu, c'est que le bien est disponible relativement rapidement à la location, du moins dès qu'il est livré. Vous êtes conforme aux législations, pas de problème. Probablement que vous allez acheter beaucoup plus cher ce patrimoine eu égard aux effets d'augmentation des prix. Et puis, globalement, c'est un patrimoine qui est quand même relativement rare. Et donc, il faut le trouver, le sourcer. Et puis, après, il faut pouvoir en disposer rapidement. La sensibilisation des occupants, ça a quand même beaucoup de vertus. Ça ne nécessite pas forcément des investissements colossaux. C'est surtout du temps passé à sensibiliser les occupants. Et puis, c'est aussi une manière intéressante à la fois l'utiliser dans du neuf et de l'ancien. Mais il faut réussir à mettre les stratégies en place qui vont bien. Et c'est là où on a globalement, alors là, c'est pour faire un petit topo sur ce qui se passe sur le marché des SCPI, puisque derrière, on a une répartition. Vous savez qu'on a une législation qui s'appelle SFDR, c'est un acronyme anglais, qui oblige en fait les gérants de fonds à identifier leurs fonds dans une catégorie ou dans une autre. Alors, en résumé, article 6, on va dire que la performance énergétique, et la performance environnementale n'est pas forcément un critère déterminant dans les articles 6. Les articles 8, ce sont ceux qui vont prendre en compte la dimension environnementale, mais qui ne vont pas être forcément exclusivement dédiés à cette dimension. Et les articles 9, c'est les fonds qui vont être dédiés à cette dimension. Alors, vous voyez qu'on a mis la répartition sur le marché. Globalement, ce qu'on se rend compte dans cette répartition, c'est que, en nombre, on a une grande masse qui est en article 6, mais attention, parce qu'on a toute une dimension de SCPI fiscales qui ne sont pas forcément identifiées ou identifiables sur cette dimension-là. Et par contre, en termes de capitalisation, on voit très clairement que le marché a basculé en article 8 et article 9. Et c'est peut-être la limite de l'exercice, c'est-à-dire qu'une fois que tout le monde est article 8 et article 9, on fait comment pour faire la différence? Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on a, nous, toute notre méthodologie algorithmique, elle permet justement de faire la différence entre les articles, parce que derrière, finalement, vous allez savoir que votre fonds est en article 8, mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur? Alors, c'est pour ça qu'on pose des questions chaque année à l'ensemble des gérants de la place de marché en SCPI. On a fait une répartition pour vous dire que voilà, vous pouvez être article 9 et pas forcément avoir des performances en termes de bâtiments qui soient extraordinaires, parce que vous voyez que dans notre base de données, on a à peu près maintenant la moitié des gérants qui répondent à nos questionnaires. Alors, ça s'améliore sur les articles 9, mais on est quand même globalement sur une note qui est équivalent à une consommation kilowattheure équivalent pétrole par mètre carré et par an, qui les classe autour de E en moyenne. Et les articles 8 seraient plutôt mieux positionné. Alors, je pense que Kianeos doit être substantiel dans cette approche-là, mais dans l'idée, c'est que voilà, on est quand même sur une performance de marché qui,
a tendance à s'améliorer. Alors ça, c'est la bonne nouvelle quand même, mais globalement, on n'est pas encore sur des logements qui sont tous autour de B et de C. Et puis si on fait un petit focus, et après je vais pouvoir passer la parole à Jérémy, vous voyez qu'on a pris 2 SCPI parmi c'est 5 maintenant hein, SCPI, hein, je crois, Kianeos qui sont disponibles. Vous voyez, Kianeos de Normandie, on arrive à une performance globalement de 133 kg. Donc là, on est dans des bâtiments qui sont économes en énergie et des lots qui sont économes. On est à 133 kWh équivalent pétrole par mètre carré par an. Et on a même Kianeos de Normandie qui est à 114. Donc des performances qui sont très, très substantiellement au-dessus de ce qui se passe et de ce qu'on peut constater sur le marché. C'est pour ça d'ailleurs que en termes, ça contribue à la bonne performance de ces 2 SCPI, puisqu'il y en a une qui a obtenu la note de 69 sur 100 à notre DIPT Index durable et l'autre qui est à 63 sur 100, ce qui sont très au-dessus, puisque la moyenne marché, hein, pour situer quand même, on est à 40 sur 100. Donc vous voyez que globalement, on est très au-dessus de ce qui se passe. Donc il y a un discours côté Kianeos qui se constate très, très, très fort dans les faits. Je vais lancer le dernier sondage juste avant de te passer la main et la parole, Jérémy. L'idée, c'est que tu puisses savoir qui est dans la salle. Donc, première question, enfin, la dernière sondage, ce sera la connaissance de l'acteur du jour. Qui est spécialisé sur le résidentiel. Connaissez-vous cette SCPI? Alors, vous avez 3 choix. Oui, je la connais, je la propose déjà. Non, je ne la connais pas, j'en ai entendu parler, mais je ne la propose pas encore. Et je ne fais pas de SCPI résidentiel, je préfère les SCPI qui sont en secteur historique du type bureau, commerce, qui seront l'objet de prochains webinaires pour faire un petit focus dessus. Alors, je laisse le temps à tout le monde de voter. Alors oui, pour voter, pardon, à chaque fois j'oublie de le mettre le petit écran. Vous avez les petits triangles, les carrés et les ronds. Vous cliquez dessus, ça vous permet ensuite de directement pouvoir choisir la réponse 1, 2 ou 3. Ce n'est pas un questionnaire à choix multiple, donc vous devez vous poser. Donc globalement, on a une salle qui te connaît, a priori, et certains qui ne te connaissent pas du tout. Bon, c'est bien, ça va te donner la possibilité de détailler tout ce que tu fais un peu plus précisément que ce que j'ai pu rappeler. Je te passe la parole. Merci beaucoup, Marc. Bonjour à tous. Merci voilà, de m'accorder quelques minutes pour que je présente effectivement l'activité de Kianeos. Kianeos, effectivement, je comprends que tout le monde ne connaît pas. C'est une jeune société de gestion. On a démarré en 2018. C'est une société qui est complètement indépendante. Hein. On n'est pas backé par un grand groupe d'assurance, de banque, etc. Ce qui fait qu'effectivement, on a un budget marketing limité. Et donc, tout le monde ne nous connaît pas, effectivement. Donc, j'ai préparé quelques slides, effectivement. Merci Marc de les faire passer pour qu'on puisse parler un petit peu de l'actualité du marché immobilier et de voir comment est-ce qu'on peut effectivement faire des travaux de rénovation dans ce cadre-là. On va commencer par la slide suivante. Tu sais quoi, Marc, ça va être plus en lien. Celle-ci ou celle-là? Celle-là, c'est parfait. Ça va être plus en lien avec tout ce dont on a parlé. Aujourd'hui, on est sur un marché. Voilà. La grande question, effectivement, je pense, de la conférence d'aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que on avait déjà du mal à rénover les logements dans un marché haussier? Est-ce qu'on peut rénover les logements dans un marché baissier? C'est vrai que de prime abord, on peut se dire, bah non, si déjà on n'y arrivait pas quand les valeurs montaient, on n'y arrivera pas quand les valeurs baissent. Alors, la réalité, en fait, c'est que je n'ai pas l'impression aujourd'hui que le marché soit baissier. Ou en tout cas, c'est plus compliqué que ça. Je m'explique. On a eu sur les 5, il faut reprendre un peu l'historique là pour comprendre. On a eu sur les 5 dernières années un marché immobilier qui a fait l'objet d'énormément de nouvelles réglementations. Les communes ont pris à bras-le-corps la problématique du mal logement en France et ont souhaité lutter contre les marchands de sommeil. La loi Allure leur permettait de mettre en place ce qu'on appelle un permis de louer, qui a eu du mal à démarrer, mais qui, depuis 2-3 ans, commence à toucher, je dirais, la moitié des communes en France où on investit. Et là, du coup, je me permets une petite parenthèse. Kianeos AM, aujourd'hui, sur les 4 dernières années, a acheté plus de 500 immeubles, 3500 logements, a aujourd'hui rénové 3000 logements à peu près sur 3 ans, un peu plus de 3 dernières années.
Donc, du coup, on a une vue assez large du parc immobilier. Et effectivement, on est présent surtout dans les villes petites et moyennes, là où il y avait des gros problèmes de qualité de logement. Donc aujourd'hui, dans ces villes-là, ou dans l'immense majorité de ces villes-là, quand vous voulez louer un logement, vous demandez une autorisation à la mairie. Une personne de la mairie vient vérifier donc, les normes de sécurité. Est-ce que l'installation électrique est aux normes? Est-ce qu'il y a des garde-corps, etc., etc. Les normes d'hygiène, tout ce qui est relatif à la ventilation, la qualité de l'air intérieur, les problématiques de moisissure, d'humidité, etc. Et donc, nouvellement, ce dont vous avez beaucoup entendu parler, mais ce qui n'est pas forcément l'élément le plus compliqué à gérer, qui est le sujet de la performance énergétique. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un bon niveau de performance énergétique? Ou en tout cas, est-ce qu'on n'est pas dans un cas de passoire énergétique avec un très mauvais niveau de performance énergétique? Puisque aujourd'hui, à ce stade, on en est surtout là. La conséquence de la mise en place de ces permis de louer et de toute cette nouvelle réglementation fait que depuis 12-18 mois, beaucoup de propriétaires ne peuvent pas relouer leur logement au départ du locataire en place. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, en quelque sorte, jette l'éponge. On a une structure de propriétaires bailleurs qui est plutôt âgée en France, qui aujourd'hui dit, bon, bah, moi, je ne suis pas en capacité de faire les travaux de rénovation qui sont nécessaires pour remettre mon logement en état. Donc, je vais le vendre, soit parce que je n'ai pas l'argent, soit parce que je n'ai pas l'envie, soit parce que je n'ai pas l'expertise, la connaissance pour faire ces travaux de rénovation. Donc, on se retrouve avec énormément d'immeubles de très mauvaise qualité qu'on n'a pas le droit de louer, qui sont en grande majorité vacants à la vente. Plusieurs conséquences. La conséquence, c'est que le prix de ces actifs baisse très, très fortement. Nous, on achète une dizaine d'immeubles par mois, donc on est vraiment des gros acheteurs immobiliers, puisque notre SCPI collecte en moyenne 8 millions par mois. Donc, on investit environ 100 millions par an. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où, là où il y a 3-4 ans, ces immeubles de très mauvaise qualité, quand on faisait des offres à des prix très bas, en disant il y a plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux pour les remettre dans un bon état, les propriétaires nous disaient non mais vous êtes fous, tout est loué, pourquoi est-ce que vous voulez faire des travaux? On perçoit beaucoup de loyers. Donc on leur disait bah, nous, c'est pas notre manière de voir les choses, il faut être pérenne dans le temps, il faut avoir des actifs de bonne qualité, et comme ça, on a des bonnes relations avec nos locataires. Donc ça, c'était des arguments qui ne marchaient pas il y a 2 ou 3 ans, ou 4 ans, parce qu'effectivement, les propriétaires se disaient juste, oh, c'est des gens bizarres, ils veulent faire des logements de bonne qualité, pourquoi pas juste encaisser les loyers, puisque de toute façon, il y a des locataires qui louent, parce qu'ils ont besoin de vivre quelque part. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, les municipalités, les équipes municipales sont dans notre camp, elles refusent les permis de louer, ces logements de mauvaise qualité ne peuvent plus être loués, et donc quand on va voir les propriétaires en leur disant, bah, je vous fais une offre très basse, parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux pour rénover cet immeuble et le mettre aux nouvelles normes, donc je répète, d'hygiène, de sécurité et de performance énergétique, c'est désormais un argument qu'ils sont prêts à entendre. Donc je répète, le prix de ces actifs de mauvaise qualité baisse très fortement, 20-30%. Je peux vous donner un exemple. À début novembre, on va acheter un immeuble à Carpentras qui était à la vente depuis longtemps à 500 000 euros. Carpentras, c'est une petite île de 20 000 habitants à côté d'Avignon, donc vraiment notre zone de chalandise. 500 000 euros pour 7 appartements et 2 garages. Et on savait qu'il y avait beaucoup de travaux. Et donc là où effectivement j'avais déjà proposé un prix entre 350 et 400 000 euros qui avait été refusé, parce que ça représentait une rentabilité de l'ordre de 10% quand tout était loué. Donc le propriétaire disait bah non, 10% de rentabilité, c'est trop élevé, enfin je ne vous le vends pas à ce prix-là. Aujourd'hui, que maintenant il y a un permis de louer, et aujourd'hui la moitié des logements sont vides, et aujourd'hui il n'a pas le droit de relouer la moitié des logements, et l'année prochaine ce sera la totalité des logements. Ben là, du coup, il a fini par accepter une offre qui était encore plus basse que mon offre initiale, autour de 350 000 euros, ce qui fait 900 euros du mètre carré. On sait que sur cet immeuble-là, nous, notre expertise, c'est de faire des travaux. On va faire, effectivement, pour améliorer la qualité du logement et la performance énergétique, surtout des travaux de second œuvre, on va être autour de 700 euros du mètre carré. Et du coup, on va avoir un prix de revient autour de 1 600, 1 700 euros, frais de notaire inclus, travaux inclus. Là où, maintenant, on s'intéresse à l'extrême inverse, qui est les actifs de bonne qualité. Alors, les actifs de bonne qualité, eux, ils sont rares, et notre sentiment est qu'ils ne décotent pas pour plusieurs raisons. La première raison, Marc en a parlé, on est dans un contexte de pénurie de logement. La pénurie de logement qui a été amplifiée par le fait que, comme je le disais sur la partie gauche, les actifs de mauvaise qualité sont nombreux, vides à la vente, donc moins de logements disponibles sur le marché. Les permis de louer, c'est quelque chose de positif, mais à court terme, ça crée une pénurie, parce que du coup, vous sortez des logements du marché parce qu'ils sont considérés comme non autorisés à la location. Même pas considérés parce qu'ils sont non autorisés à la location. Donc du coup, vous avez une pénurie de logements qui donne lieu à une hausse des loyers. Et vos actifs de bonne qualité,
ceux que vous avez rénovés, vous avez fait des travaux, qui ont des locataires, qui payent leur loyer, etc. Tout va bien, ils cochent toutes les cases. Eux bénéficient de cette appréciation assez forte des loyers. Alors, le gouvernement a tenté de limiter cette inflation des loyers à 3,5%. Ils l'ont fait en 2023 de façon législative. Je ne suis pas certain qu'ils arriveront à contenir cette hausse très régulièrement, très, très longtemps. D'autant plus que, de toute façon, quand on fait des travaux entre deux locataires, on n'est pas soumis à cette limite de 3,5%. Donc, nous, on a plutôt vu des hausses de 10 à 15% sur les 2 dernières années. Donc, vraiment des hausses très, très fortes. Donc, vous avez certes une problématique de taux d'intérêt qui a augmenté, mais en face de ça, des loyers qui augmentent très fortement et des actifs de bonne qualité qui sont rares. Aujourd'hui, vous avez aussi des investisseurs qui se disent, du fait de la pénurie de logement, j'ai envie d'acheter des actifs qui vont me permettre de bénéficier de la hausse des loyers que j'anticipe dans le temps. Donc, du coup, ces actifs, en plus, ils sont demandés par des investisseurs qui anticipent des hausses de loyers. Du coup, pour toutes ces raisons, on est plutôt sur des actifs qui ne baissent pas, voire même qui augmentent un peu. Et là, en fait, on retrouve un peu la qualité première de l'immobilier, qui est que c'est un actif réel, qui a plutôt tendance à suivre l'inflation. Et même si on a une première réaction un peu épidermique à court terme, qui fait que la hausse d'un taux d'intérêt donne lieu à une baisse des prix, à long terme, l'inflation, qui augmente aussi bien les loyers, donc dans le cadre des revenus locatifs, que les salaires, dans le cadre des gens qui souhaitent accéder à la propriété, permet en fait que l'immobilier retrouve un rythme de croisière à un peu plus long terme. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que le contexte actuel, c'est idéal pour la rénovation énergétique. C'est-à-dire que les logements de mauvaise qualité, grâce au travail des mairies qui ont pris à bras-le-corps les problématiques de qualité du logement, sont à des prix extrêmement bas. Et à l'inverse, les logements de bonne qualité sont à des prix très élevés. Ce qui nous intéresse quand on rénove un logement, en fait, c'est pas tant le prix absolu, c'est la différence entre le prix de mauvaise qualité et le prix de bonne qualité. Et si vous arrivez à faire des travaux à 700 ou 800 euros du mètre carré, alors que le différentiel de prix, il est plutôt à 1000 ou 1100 euros du mètre carré, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rénovez un immeuble, vous êtes en train de générer de la plus-value latente. Et c'est aujourd'hui exactement la situation dans laquelle se situe Kianeos, qui est une situation bien plus confortable qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est pour ça que c'est la slide que j'avais mis juste après, où du coup je décomposais effectivement la performance de la SCPI Kianeos-Pierre avec en bleu une partie de rendement locatif. Et là, vous voyez que le rendement locatif, il a diminué, en particulier entre 2021 et 2022, puis 2023, du fait effectivement de plusieurs aspects, la hausse du prix des travaux de rénovation et les hausses de taxes foncières. Donc ça, c'est typique d'un environnement inflationniste où à court terme, effectivement, si vous faites des travaux, ça vous coûte plus cher. L'État a augmenté les taxes foncières plus vite qu'il n'a permis les loyers d'augmenter. Donc forcément, c'est un peu pénalisant pour les propriétaires bailleurs. Mais ça reste une réaction, à mon avis, à court terme. Par contre, ce que vous voyez, c'est que sur une SCPI de résidentiel axée sur la rénovation, on a une appréciation régulière du prix de part. C'est la partie que j'ai mis en haut. Alors, vous voyez 1,92%, 1,89%, 1,85%. Ça, sachez que c'est juste un jeu des pourcentages. En fait, nous, quasiment tous les ans, on augmente notre prix de part sur la SCPI Kianeos-Pierre de 20 euros. Alors, 20 euros rapportés à 1000 euros, ça fait 2%, mais 20 euros rapportés à 1080, quand on en est à la 5e année, ça fait plus que 1,85%. Mais c'est juste qu'on a envie de garder des chiffres ronds par souci de simplicité. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire qu'en 5 ans, le prix de part de la SCPI Kianeos-Pierre, il a augmenté de 10%. C'est bien que si vous faites des travaux qualitatifs de façon organisée, vous êtes capable de générer une plus-value régulière, même dans un marché qui se complexifie, et j'ai envie de dire, de par les échanges qu'on a eu juste avant, encore plus dans un marché qui se complexifie. Donc voilà, c'est un peu contre-intuitif, mais aujourd'hui, quand on parle de baisse des prix de l'immobilier, alors déjà, on en parle beaucoup plus sur les bureaux et les commerces que sur le résidentiel, d'une part. Et d'autre part, je pense que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et l'arbre surtout qui cache une grande scission dans le marché immobilier entre les actifs de mauvaise qualité, je le répète, dont eux, le prix baisserait fortement, et les actifs de bonne qualité qui, à mon avis, non seulement leur prix ne va pas baisser, mais je pense que d'ici peu de temps, il va plutôt augmenter du fait de la forte pression à la hausse des loyers. Donc, Marc, pour répondre à ta question, si je devais donner mon avis sur la possibilité de rénover le parc immobilier résidentiel dans le contexte actuel de baisse des prix, je dirais que ce contexte actuel est plutôt idéal, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, puisqu'il ne faut pas regarder les prix en valeur absolue, mais il faut regarder la différence de prix entre l'actif de mauvaise qualité et l'actif de bonne qualité. Et dans le contexte actuel, cette différence de prix a très fortement augmenté.
D'ailleurs, à ce sujet-là, les notaires avaient sorti il y a quelques années une étude en fonction des diagnostics de performance énergétique de ce qu'ils arrivaient enfin, ils arrivaient à montrer des écarts de prix. Alors, les conclusions n'étaient pas substantielles à l'époque. Je ne sais pas ils ressortiront ces analyses-là parce qu'eux, ils ont l'intégralité du marché. Même si on ne verra pas tout, parce que là, en l'occurrence, toi, quand tu achètes des actifs qui sont décotés, forcément, les DPE sont extrêmement mauvais et quand tu les retravailles, ils apparaissent pas tout de suite sur le marché. Mais cette tendance, effectivement, elle est probablement à surveiller de près et on n'a pas encore les indicateurs pour vraiment mettre en évidence tout ça, quoi. Alors, tu sais que moi, je fais partie des gens qui disent toujours un peu, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Je suis toujours Oui, un bien peu sûr. poil à gratter, moi. J'avais répondu à des notaires qui m'avaient envoyé cette étude. Je leur ai dit, il faut faire attention, puisque eux, ils mettaient surtout la différence entre F et G d'une part et entre A et B d'autre part. Et je leur avais dit, aujourd'hui, à l'exception, je ne connais pas d'autre acteur que Kianeos qui arrive à faire des rénovations qui amènent à un DPE B. Sur de Normandie, nous, tu l'as montré tout à l'heure dans les chiffres, on a beaucoup de logements qui sont B. C'est vraiment rarissime, hein. Donc aujourd'hui, les DPE A et B, c'est des logements neufs. F et G, c'est beaucoup de logements très anciens. Problème, c'est qu'un logement ancien, ça a souvent des salles de bain trop grandes, des chambres trop grandes et des salons trop petits. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément. Alors qu'un logement neuf, c'est parfaitement adapté à l'utilisation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as ton salon qui fait pile poil la bonne taille, tu as les chambres pile poil la bonne taille, tu as un petit balcon, tu as un petit truc, etc. Et donc, du coup, je me demandais dans quelle mesure on était vraiment en train de refléter une différence de performance énergétique ou juste une optimisation de l'habitabilité des logements. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, au-delà de ces études, moi, je te confirme que ma vision vraiment d'en bas du marché, c'est-à-dire de quelqu'un qui visite beaucoup d'immeubles, c'est qu'aujourd'hui, on a un pouvoir de négociation qu'on n'avait pas il y a 2 ou 3 ans sur les actifs de mauvaise qualité et que leur prix est vraiment en train de baisser très fortement. Tu veux nous donner 2-3 exemples? Alors, j'ai mis des photos. Voilà, donc ça, c'est typiquement un truc. Alors, faites attention à la photo de droite sur laquelle, du coup, on pourrait croire que, comme elle est focus sur la façade de l'immeuble qu'on a acquis, on pourrait croire que c'est très délabré, mais en fait, si vous avez une vision d'ensemble, pas du tout. C'est juste la façade gauche qui a été décroûtée sur la partie plus basse au moment où on a pris la photo. Mais en fait, du coup, on est dans un environnement qui est relativement sain, et puis il y avait les brouettes parce qu'on avait commencé les travaux. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est surtout de voir que ça, c'est typiquement un immeuble laissé à l'abandon dans une commune de taille petite, qu'on arrive à toucher à des prix effectivement autour de 800 € du mètre carré aujourd'hui, et sur lesquels, alors vous voyez par exemple, regardez la photo en haut au milieu, la salle de bain. Bon, je veux dire, ça c'est des méthodes, c'est une habitabilité du siècle dernier. Si Marc, tu passes à la slide d'après, vous allez voir la même photo, la salle de bain, une fois qu'on l'a un petit peu cassé la cloison pour l'ouvrir, la faire un peu plus grande et puis créer un receveur. Et puis voilà. Ça n'a plus du tout la même philosophie. Ça se loue du coup avec des loyers qui sont complètement différents. Donc là, c'est un peu l'anecdote, puisqu'on avait refait la façade, alors que sur Kianeos Pierre, en général, on fait surtout de l'aménagement intérieur. Mais donc, du coup, ça, c'est des travaux qui nous ont coûté quasiment la moitié de notre prix de revient, c'est-à-dire de nouveau 700-800 € du mètre carré. On est sur un prix de revient à 1600, mais sur un immeuble d'excellente qualité, qui fait qu'on dégage une rentabilité sur notre prix de revient qui est très attractive, mais qui va surtout en fait générer de la plus-value, puisque du coup, il est valorisé probablement à 1800 ou 1900 € du mètre carré. Donc, il y a deux manières de voir les choses. Soit on a une super rentabilité sur notre prix de revient, soit on a une rentabilité qui est juste normale sur le prix auquel il est valorisé. Et le loyer, il était plus louable peut-être probablement en l'état, mais Alors, ouais, il faut comprendre que moi, en 2018, 2019, 2020, à la création de Kianeos, on avait des loyers qui étaient très homogènes, c'est toujours le cas, on a des loyers très homogènes et des prix de l'immobilier très homogènes partout en France. En fait, les distorsions sur les prix des loyers et le prix de l'immobilier en France, c'est les grandes métropoles régionales. Si vous excluez les grandes métropoles régionales, en fait, vous avez des prix qui oscillent entre 1700 et 2000 € du mètre carré à peu près partout en France. Il y a quelques anecdotes, la Diagonale du Vide veut un peu moins cher, les banlieues genevoises ou des choses comme ça valent un peu plus cher, mais là, vraiment, il y a des prix très homogènes en France. Nous, on investit sur une 40aine de départements et on retrouve à peu près la même typologie de prix partout. Je le répète, entre 1700 et 2000 pour des actifs, plutôt 2000 pour des actifs de bonne qualité, et des prix, je vous dis, qui sont en train de descendre à 1000 € pour des actifs de mauvaise qualité que vous n'avez pas le droit de voir. Donc, avec cet écart qui se creuse.
Au niveau des loyers, nous, on louait au début systématiquement un logement de 2 pièces, une chambre, 40 mètres carrés, le truc un peu standard, quoi. C'était autour de 420 euros. Aujourd'hui, maintenant, on est plutôt autour de 480 euros. Donc, mine de rien, ça paraît pas fou, hein, un P2 à 480 euros, mais ça fait 15% d'augmentation. Et pourtant, vous voyez qu'on reste quand même sur des niveaux de loyer qui sont raisonnables. Un logement avec un 60 mètres carrés avec 2 chambres, historiquement, on était autour de 500 et aujourd'hui, on est au-dessus de 600. Donc, du coup, vous voyez qu'on est presque à 20% d'augmentation. Alors ça, c'est un deuxième phénomène, c'est le fait que, à court terme, je le répète, la hausse des taux d'intérêt fait que il y a un peu moins de capacité d'endettement pour les gens qui souhaitent acheter, et donc du coup qui redeviennent locataires. Gardez en mémoire qu'on est quand même dans une phase où, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, la Banque de France, enfin toutes les institutions d'âge, vous voulez, les salaires augmentent eux aussi. Je crois que le SMIC a pris plus de 10% dans les 18 derniers mois. En moyenne, les salaires ont pris 7% en France l'année dernière. Ils vont reprendre 6 ou 7% cette année. Donc, si vous vous dites que le passage des taux d'intérêt de 1 à 4% fait que votre capacité d'emprunt a diminué de 25%, vous avez raison. Mais si dans le même temps, sur les 2 ans, vous avez pris 10 ou 12% de salaire, bon, ben, finalement, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Et donc, quand on dit que l'immobilier est un actif réel, c'est pas juste qu'un jour, quelqu'un a décrété que l'immobilier allait suivre l'inflation. C'est parce que on se dit que pour des revenus constants, que ce soit un locataire ou un propriétaire, on sait qu'en France, il est prêt à attribuer un tiers de ses revenus à son loyer ou à son emprunt pour devenir propriétaire. Donc, si ses salaires augmentent, et ben, du coup, le tiers de ses salaires augmente lui aussi à la même vitesse. C'est pour ça que l'immobilier est un actif réel. Ce n'est pas juste parce qu'un matin, on s'est réveillé en se disant que l'immobilier était un actif réel. Ah oui, il est complètement dans l'économie et directement, il tire son attrait directement de ce qui est Voilà. de le milieu dans lequel il est. Ouais. Ça, c'est un deuxième exemple. Marc, quand les gens disent que l'immobilier va baisser de 25%, c'est là où il faut faire attention. Peut-être qu'il va baisser de 25% en termes réels. C'est-à-dire que peut-être que dans les 5 ans qui viennent, on aura des prix qui vont rester stables, mais il y aura eu plus de 25% d'inflation. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, il y aura eu 2 effets. Les taux seront passés de 1 à 4, ce qui fait qu'on aura perdu 25% de capacité d'emprunt. Mais par contre, il y aura eu 25% d'inflation. Je ne dis pas que ça va se passer du jour au lendemain, c'est une phase assez longue, et qui fait qu'en fait, l'immobilier aura juste pas bougé. Voilà. Il aura suivi la tendance économique, quoi. Exactement. Donc, du coup, en nominal, il n'aura pas bougé. En termes réels, il peut diminuer. Mais c'est déjà ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand vous avez une année où les prix restent stables et vous avez 6% d'inflation, la valeur de votre épargne investie en immobilier s'est dépréciée de 6% net de l'inflation. C'est ça qui se passe. Mais les gens s'imaginent que quand on dit l'immobilier doit baisser de 25%, on s'imagine que l'appart qui vaut 100 000 balles aujourd'hui, il va valoir 75 000 euros demain. Je suis au regret de leur dire que je ne crois pas que ce soit ce qui va se passer. Je ne le crois pas.